Derrière, le gros chevelu barbu, c'est Manu Munoz, qui travaille beaucoup avec les enfants et les enfants de l'école. Jimaï Saliou, Manu Watkan, Jérôme Moll, France Guillon, Féroé, le chien de Gilio qui va apparaître, donc Gilio qui est avec les cheveux blancs, Francis Tolan, Pierre-André Huglot, Alain Goel-Goelen, et moi je devrais être par là aussi, Bruno Chalard, mais il n'est peut-être pas encore arrivé. Et puis qui est-ce que j'oublie? Je ne sais plus qui est sur la route aussi, qui est en train de venir. Voilà, merci à vous tous. Merci à vous tous d'avoir répondu à l'appel de Guy Bernardin. Merci pour ceux qui sont arrivés après sa disparition de m'avoir fait confiance un petit peu pour continuer à organiser cet événement. Merci Monsieur le maire et merci toute l'équipe du Bono de nous accueillir ici. C'était un petit peu inespéré. Guy avait lancé l'idée de partir d'ici il y a longtemps, il y a 3 ans en fait, quand l'idée était arrivée. Voilà, c'était un pari un petit peu fou. Avec Guy au départ on pensait qu'on serait 4, 5, 6 peut-être. Que sur les 6, il y en avait la moitié qui ne partirait pas, l'autre moitié qui ne passerait pas Bonne Espérance, et qu'il y en aurait peut-être un ou deux qui finiraient quand même. Finalement, on se retrouve à 26 à partir, et j'espère qu'il y en aura 26 à revenir, parce que le taux de perte il est déjà atteint. Vous savez que Guy a disparu en mer l'année dernière, l'été dernier, alors qu'il ramenait son bateau des États-Unis, son nouveau bateau des États-Unis. Ça a été un petit peu choc et un petit peu lourd à gérer pendant quelques temps. Et puis je ne pouvais pas faire autrement que de reprendre le flambeau. Donc on a continué le projet. Merci infiniment Véronique et Yana de nous accueillir aussi ici. J'ai oublié de dire tout à l'heure que les enfants de l'école du Bono, avec les enfants de l'école des Anses d'Arlé en Martinique, vont suivre, grâce à Manu, qui est ici, Manu Munoz, qui est allé en Martinique, dont le bateau s'appelle Martin, c'est ça? Ouais, je commence à tout savoir. Hein, voilà, donc on a une conseillère municipale, Brigitte Bonnard, qui est allée en Martinique dernièrement et qui est allée rencontrer effectivement l'institutrice qui mène les opérations à l'école des Anses d'Arlé avec l'école du Bono, ainsi que le maire des Anses d'Arlé, qu'on a salué, effectivement, voilà. Donc on va vous suivre, les enfants vont vous suivre, vous tous d'ailleurs, pendant toute l'année qui va s'écouler, et je trouve que c'est une très bonne initiative des enseignants du Bono, et de ceux des Anses d'Arlé, d'avoir mené cette opération avec les enfants pour leur faire goûter la mer, et leur faire voir ce que c'est que de donner de soi pour pouvoir arriver au bout du voyage. Voilà. Merci à vous. On va peut-être donner la parole à Ileana. Peut-être que vous avez quelques mots à dire. Non, pas forcément. Ileana qui a été, je crois, la 2e femme de Bernard, hein, c'est ça. C'est extraordinaire de vous voir tous ici, tous prêts à avoir en vous l'espoir de cette course qui va donc retracer des hommes. On ne peut pas s'empêcher de penser à tout ce qui les attend, toutes les découvertes, toutes les journées difficiles. Ils vont vaincre ça et ça sera extraordinaire de pouvoir les suivre. Et surtout aussi avec des enfants qui vont très bien. Peut-être des carrières à vivre. Alors merci d'être venus. C'est sympa de vous voir tous ici. Bonjour tout le monde, merci. Je m'appelle Fanche. Je suis avec Francis, un des 2 futurs partants. Je voulais tout de suite mettre 2 choses au point. D'abord à Olivier,
il a dit une chose qui est complètement fausse. Il n'y a pas de mauvaise date pour partir. Demain, après-demain, ça sera une aussi bonne date que fin septembre. De toute façon, avec nos petits bateaux, on n'est pas sur le Vendée Globe. On ira tous très lentement. On mettra entre 8 et 10 mois. Et de toute façon, fatalement, il y a un moment, on sera au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc partir avant, c'est peut-être prendre des coups de chien un peu plus tôt, mais peut-être aussi ceux qui partiront plus tard, ils les prendront un peu plus tard, c'est tout. C'est une histoire de négociation, de timing vis-à-vis de la météo. Ça, c'est une première chose, mais c'est pour vous éviter d'avoir une mauvaise idée dans la tête. Deuxième idée, c'est que, en fait, aujourd'hui, je suis très ému parce que j'aurais aimé que Guy Bernardin vous voit tous. On fête la mémoire de Bernard, on est tous très heureux de le faire, mais c'est aussi grâce à Guy Bernardin qu'on est là. Et voilà, je pense qu'on peut avoir une grosse pensée très émue pour Guy. Merci à tous. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole parmi les skippers? Ou est-ce qu'il y a des questions du public? Moi, je vais me balader avec le micro. Soyez pas timides, hein, c'est l'occasion, parce qu'ils sont tous là. La route que vous allez faire est vraiment sans escale ou il n'y a pas de règle à ce niveau-là? La route, c'est vraiment sans escale. A priori, le but, c'est d'arriver à faire cette route longue, donc c'est le nom, la route, sans escale et sans assistance. Après, je crois qu'il ne faudra pas hésiter à faire escale s'il y a un problème technique ou quoi, pour pas arriver à des trucs trop extrêmes, mais le but, c'est d'y arriver sans escale. Voilà. Donc ça fait à peu près, comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est entre 8 et 10 mois. 8 et 10 mois, il faut que tout le matériel tienne 8 et 10 mois, il faut que l'autonome tienne 8 ou 10 mois, et voilà, ça on verra. 10 mois de mer, mais comment vous vous êtes préparé? Qui peut répondre? Ça peut être plusieurs réponses, mais comment vous vous êtes préparé en général? Parce que c'est impressionnant quand même. Moi personnellement, j'ai pas une préparation spécifique, je sais pas, c'est le grand inconnu. 10 mois seul en mer, j'ai jamais fait. Il y a peu de monde qui l'a déjà réalisé. Un Vendée Globe, ça dure au maximum 120, 125 jours, donc nous on est un peu dans l'inconnu. C'est une préparation mentale évidente, et puis technique du bateau qu'il va falloir gérer au niveau de l'usure. Je crois que le mental, il va y faire beaucoup. Le mental, il a navigué avec précaution et sécurité. Il n'y a pas eu de préparation médicale? Si, on a eu une préparation médicale animée par Gilles, qui est ici, qui est notre médecin. C'est un participant et qui était médecin, et donc il s'est occupé de nous briefer. On a eu une formation de 2 jours qui était super. Comme on le sait, sur les bateaux, ce qui est important, c'est de manger, la nourriture. Donc je me pose la question, comment vous faites pour les produits frais, pour ne pas attraper le scorbut, par exemple? Pour la nourriture, je crois que, en ce qui me concerne, en tout cas, je vais faire un mix entre des conserves, un peu de lyophilisé et beaucoup de pâtes et de riz. Quant aux vivres frais, personnellement, j'en prendrais un petit peu au départ, mais je pense que là aussi c'est personnel, mais mes petits camarades ils vont sans doute pas faire la même chose que moi, mais pour moi, faut pas, sur un bateau, c'est pas la même chose que sur terre. Il ne faut pas chercher à manger comme sur terre, il faut chercher à manger bateau, donc manger des choses qui ne sont pas forcément fraîches, mais qui sont nourrissantes. Alors pour les vitamines et le scorbut, il y a des compléments vitaminiques qu'on peut prendre et qui font qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Concernant l'approvisionnement en eau, vous amenez tout ce qu'il faut en eau ou vous avez des appareils pour transformer l'eau de mer en eau douce? Concernant l'eau, certains d'entre nous ont des salinisateurs. Voilà. Sinon, c'est de l'eau de pluie qui peut être récupérée, tout simplement. Après, certains amènent également de l'eau, mais enfin, on ne peut pas en emmener non plus une tonne d'eau. Ceux qui ont le dessal, effectivement, c'est le meilleur outil
pour en avoir. Parmi tous les navigateurs, il y a quelques étrangers. Donc on a une navigatrice allemande qui est déjà partie, j'en ai parlé tout à l'heure. On a deux anglaises, qui sont l'une d'origine polonaise, l'autre d'origine russe. Et nous avons un suédois qui va partir de Ljungskile. Je ne garantis pas la prononciation. Non, je ne répéterai pas. Il est sur la côte ouest de la Suède. Qui va partir dans quelques jours. Il va partir d'ici la fin du mois, avant la fin du mois. Mine de rien, ça fait une belle traite. Faire tout le tour des îles britanniques en plus, c'est pas mal. Et puis nous avons un Danois qui est, j'espère, qui est à côté de moi. Parce qu'effectivement, on part seul et on laisse à terre la famille, les amis, les enfants, nos compagnes. Et je pense qu'on peut avoir une grande pensée pour elles, pour eux, parce que si on part, c'est aussi grâce à eux. Parce qu'on ne peut pas partir pour ce genre d'aventure envers et contre tous, en solitude, je vais dire. Là, on part en solitaire, simplement. C'est-à-dire qu'on est vraiment accompagné par tous ces gens. Et je voudrais les remercier aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en, parce qu'ils ne vont peut-être pas rester toute la journée sur le podium. Personne ne veut parler? Si? Ah. Faut pas être timide, en fait. Merci. J'ai pas bien suivi au début. Les bateaux sont équipés en électronique. C'est votre question? Oui, voilà. Donc, est-ce que les bateaux sont équipés en électronique, Olivier? Les bateaux sont équipés selon le vœu de chaque skipper. Donc c'est chacun qui gère son électronique comme il veut. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu illusoire de pouvoir naviguer sans électronique, complètement sans électronique. Donc alors il y a quelques geeks parmi nous qui vont faire le tour du monde derrière leur écran. Ils auraient pu rester chez eux, mais ils vont le faire sur leur bateau. Il y en a qui sont un peu moins geeks, qui auront juste un GPS et qui vont suivre sur leur GPS. Tout le monde, je pense, ou à peu près tout le monde est équipé d'une cartographie sur écran. Les cartes papier coûtent cher, c'est du poids, ça s'humidifie, etc. Bon, voilà, c'est beaucoup plus facile à gérer sur un écran. Et aujourd'hui, on a des outils très performants. Après, il y a quand même quelques participants, dont un participant qui part totalement sans électronique du tout, et qui va tout faire au 700 et au papier, comme en fait. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Ah pardon, exact. Les bateaux, ils font quoi comme longueur? Ils sont tous à la même longueur ou ils ont des longueurs différentes? Je suis sûr que non. Bonne réponse. Les plus petits des bateaux fait 7,60 m. Il est en acier. C'est une réplique aux 2/3 de Tamata, le dernier bateau de Bernard Moitessier. Il est skippé par Alessandro Russo, qui est italien, et qui partira en 2019 parce qu'il doit subir une intervention chirurgicale qui va le retarder d'1 an. Le plus gros bateau, le plus long bateau, fait 15,60 m, 52 pieds. C'est un Seagull 16 mètres. En fait, 16 mètres, c'est l'appellation commerciale, il fait 15,60 m. C'est un bateau en aluminium. C'est le bateau vraisemblablement le plus rapide de la flotte. Lui, il aura des moyennes à 2 chiffres et il fera moins de 200 jours, selon les conditions météo. Après non, tous les bateaux sont différents. On a des bateaux de série, de vieilles séries, des séries anciennes. Martin Eden, il a 40 ans, c'est ça maintenant? 41 cette année. Chanic doit avoir une trentaine d'années aussi, pas loin. Alizé 2, le bateau de Francis, il est de 2002. 2007, pardon. Après, il y a des bateaux plus ou moins récents. Mon bateau a été mis à l'eau en 1997, donc il a 21 ans. Et puis voilà. Donc,
Au niveau des matériaux, il y a des bateaux en polyester, les bateaux de série sont en polyester, il y a des bateaux en acier, il y a des bateaux en aluminium. Le petit Manu Watcamp, je pars sur un bateau en aluminium qui est devant le port là. Jérôme part sur un bateau en acier. Samir qui vient d'arriver, merci d'être là. Samir Ampli-Bouvard qui est un de nos méditerranéens puisqu'il est originaire d'Algérie et qui part, ça va être le premier Algérien à faire un tour du monde en solitaire à la voile. Et Samir est charpentier de marine traditionnel et il part sur un bateau en bois classique. Voilà. Donc voilà, donc les bateaux sont très différents. Au niveau des voiles, vous amenez plusieurs jeux ou certains types de voiles qui seront plus renforcés que d'autres? Ben, je ne sais pas pour tout le monde, mais enfin, je crois que le maximum, on essaie de partir avec des voiles neuves, tant que faire se peut, j'imagine, c'est quand même le moteur, donc c'est bien. Donc, je sais, personnellement, dans mon cas, j'ai le jeu de voile vieux qui était pas très large comme un spectre quoi, de voile. Hein. Il se jouait à une grande voile, deux voiles d'avant. Et donc là, c'est vrai que j'ai un jeu de voile neuf qui est très renforcé, qui sont des voiles très lourdes, hein, tout est en 400 grammes, et nous deux voiles de petit temps. Et je garde bien sûr l'ancien jeu un peu en backup, quoi, enfin en réserve pour s'il y a un problème. C'est difficile de le laisser à terre quand on a de quoi remplacer, quoi. Donc voilà, ça c'est plus perso. Après, je pense que tout le monde tend peut-être à essayer de partir avec des voiles neuves, mais c'est pas toujours facile parce qu'il y a quand même... Les voiles, c'est un gros budget. Hein. Et, bon, nous, on est tous un peu en gratte, quoi. Donc voilà. Il faut savoir que les tissus de voile sont beaucoup plus costauds maintenant que même qu'il y a 10 ans ou 20 ans. On arrive maintenant à avoir pratiquement des tôles, en fait, voilà, qui ont une forme qui est donnée au départ par le voilier, selon les prescriptions qu'on lui a données. Voilà, on part pas du tout avec des voiles comme les bateaux modernes de compétition. On n'est pas en millard ou en tissu exotique, on est vraiment sur des voiles en dacron. Mais le dacron d'aujourd'hui est tissé avec des tissus beaucoup plus solides qu'il y a même peu de temps. Par contre, c'est vrai que c'est un budget. Oui, j'aurais voulu vous demander comment vous allez barrer les bateaux, avec quel type de pilote ou régulateur d'allure Voilà. Comme je disais, moi personnellement et d'autres d'entre nous, en fait, on a choisi de partir avec un régulateur d'allure uniquement, puisque ça ne consomme aucune énergie, c'est mécaniquement facile à réparer. Et voilà, c'est des choix selon chacun, mais disons que si on choisit un pilote électrique, il faut aussi avoir le parc batterie, les producteurs électriques, et ça engendre un budget énorme pour un truc qui peut casser assez facilement. Voilà. C'était un peu la suite. La veille, du coup, vous faites comment? Le Vendée Globe, ils sont obligés de fractionner pour la performance. Est-ce que vous ferez des nuits de 8 heures ou... Non, on fait une normale. Manu? Ben, c'est le rythme du sommeil et du repos. En fait, c'est assez dépendant de l'endroit où on est. C'est évident qu'en étant près des côtes et dans les zones où il y a beaucoup de trafic, donc on est amené à voir, je pense, parler pour tout le monde, des fréquences des fractions de sommeil plus fractionnées. Donc voilà, ça c'est... hormis la performance, il y a des moments où on est obligé de vraiment fractionner le sommeil. Après, la différence se fait, je pense, en haute mer, hors de route de cargo, où là, bon, c'est chacun son rythme. Bon, bien sûr, c'est difficile de dormir. Je crois qu'on a tous mauvaise conscience à dormir 8 heures d'affilée. Mais bon, il y a quand même pas mal d'endroits, on peut dire, où on pourrait pratiquement le faire. Je ne le conseille pas. Mais... Comment ?
Ah yes, alors pour beaucoup, après il y a ceux qui n'ont pas d'aide à la navigation, hein, ils n'ont pas d'AIS, et l'AIS c'est sûr, ouais, c'est une grosse aide quand on est seul, hein, l'AIS, juste même la réception, hein, donc ça change pas mal. Donc ça sera un peu différent pour nos petits camarades qui n'ont pas d'électronique, c'est sûr, parce que l'AIS, même dans les zones fréquentées, c'est une bonne aide, hein. Ça c'est clair. Hein. Voilà. Je voulais savoir si vous partez avec aucun moyen de communication. Question déjà posée, mais c'est pas grave, madame était perdue dans les encombrements. Olivier n'est plus là. Qui veut répondre? Quelqu'un qui n'a pas parlé, par exemple. Ah, mais si, Olivier, là, je l'avais. C'est pas grave. Côté moyens de communication, alors là, on est toujours sur la même politique de départ, c'est-à-dire à chacun de gérer comme il l'entend. Donc certains vont partir sans moyens de communication, certains avec des lance-pierres, comme Bernard, d'autres avec des moyens téléphoniques. Maintenant, on est tous par téléphone par satellite. Les moyens de radio classiques que regretter de ne pas avoir Bernard pendant la longue route, c'est un petit peu obsolète. Ce qu'on appelait la BNU à l'époque, maintenant c'est un petit peu obsolète. Il y en a quand même quelques-uns qui ont encore des récepteurs. Je pense à Alain Noyau par exemple qui n'est pas là aujourd'hui, mais je crois qu'Alain Gouden aussi, où est-ce qu'il est, Jérôme, t'as gardé ta Vélu, je crois, tu l'as toujours à bord, hein, voilà. Mais c'est tellement facile par téléphone maintenant. Donc le seul système de téléphone qui couvre le Grand Sud, c'est l'Iridium. Donc on a tous des Iridium, et maintenant il y a un petit, comment dire, une petite évolution de l'Iridium qui s'appelle l'Iridium Go, qui en fait permet de connecter smartphone et tablette. Donc là on est en liaison comme avec une box à la maison, avec la différence c'est qu'on n'a pas accès à internet puisqu'on est quand même limité à la vitesse des satellites, qui ne sont pas des outils très rapides. Bonjour, c'est encore moi, excusez-moi. Je voulais rajouter quelque chose sur le sujet de la communication, justement. Quand j'ai annoncé à Magali il y a 1 an et demi que je voulais faire ce parcours-là, elle m'a dit ah tiens, c'est que seulement qui m'en parle. Alors, en fait, elle savait très bien que j'étais déjà sur l'affaire. Et elle m'a dit en fait, il y a 2 choses qui me rassurent et pour lesquelles je te laisse partir volontiers. C'est le fait déjà que ce ne soit pas une course. Alors, sans mettre en dualité le fait que la Golden Globe Race soit une course, on respecte autant eux que nous ce problème-là. Et la deuxième chose, elle m'a dit, ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse communiquer. Et eux, justement, ne pourront pas communiquer, ou très très peu, ça sera très rigide, mais ils communiqueront que de façon muette, c'est-à-dire que les gens à terre pourront avoir simplement leur position. Ils auront, je ne vais pas faire la page du Golden Globe Race, mais ils auront la possibilité, en cas de grand secours, de communiquer par Iridium. Mais nous, justement, on est complètement libre et on va utiliser un peu les moyens de communication qu'on a envie d'utiliser. Alors que, comme le disait Olivier, il y en a qui vont partir avec un minimum de moyens, ou des moyens, comme il dit, désuets, mais qui ne sont pas désuets. La BLU n'est pas encore désuée, elle n'est pas enterrée encore. Et puis des moyens plus modernes, comme l'Iridium. Et je pense que c'est important dans notre projet de vouloir communiquer avec les gens. Donc effectivement, on s'est équipé de façon un petit peu différente, mais ça fait partie du projet, c'est de pouvoir communiquer. Donc ça, dans l'esprit, là je parle plus technique, je pense que c'est important de pouvoir le faire pour beaucoup d'entre nous. Alors peut-être que certains ne communiqueront pas. Communication, Jasper? No communication. Bon, à part j'espère, et peut-être en communication, je ne sais pas si tu es... Si, quand même, un petit peu. Bon, je pense qu'à part j'espère, on a tous envie de communiquer avec notre entourage. Donc, si j'ai bien compris, la course se terminera pour chacun d'entre vous au retour dans votre port de départ. Et je voudrais savoir est-ce qu'il y a un vrai challenge entre vous? Est-ce que c'est vraiment une course? Est-ce que vous voulez gagner? Ou est-ce que c'est juste un tour? Voilà.
Voilà qu'elle est bonne la question, enfin les autres étaient super aussi, hein, mais là c'est la question piège. Non, il n'y a absolument aucun challenge entre nous, il n'y a aucun esprit de compétition entre nous, et on va tous essayer d'aller évidemment le plus vite possible pour se faire plaisir, parce que c'est quand même un plaisir, mais il n'y a vraiment aucun esprit de compétition entre nous. Là-dessus, il faut être très clair, ce n'est pas d'une course, définitivement pas. Et je crois que c'était un petit peu ce qu'on en a tous retenu de la lecture de la longue route, c'est que vraiment l'esprit de compétition, c'est ce qui tue l'humanité en ce moment. Donc on ne va absolument pas tomber là-dedans. À côté de ça, ça ne veut pas dire qu'on va pas essayer d'aller le plus vite possible, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Traîner dans le Grand Sud, alors qu'on sait que par définition c'est un endroit où il y a un peu plus de tempêtes qu'ailleurs, et qu'elles sont en général un petit peu plus fortes qu'ailleurs. Donc on va essayer de passer au plus vite possible. Je voulais poser la question aux gens qui vont naviguer au sextant, de savoir comment ils conservaient l'heure et comment ils allaient tenir l'heure précise à bord. J'imagine qu'ils ont aussi des GPS quand même. How do you make with time on board? How do you make with your sextant for time? I have 4 watches. I have Donc j'espère part avec 4 horloges. And before I part, I will check how much it will gain or how much it will lose. And then I have 4 watches, and these 4 watches I can compare them. So if suddenly one of them is going wrong, I will be able to see because of the other ones. Oui, il part avec 4 montres qu'il est en train, dès maintenant, en train de tester et d'étalonner, savoir si elles avancent, si elles perdent, de manière à avoir une bonne pondération de l'heure du bord. J'ai fait pas mal de traversées avant l'ère du GPS et des systèmes par satellite, donc j'ai beaucoup traversé le sextant. C'est vrai que les montres actuelles, les montres à quartz actuelles et les montres basiques, les montres à 100 balles, ça marche très bien. Hein. Elles sont d'une précision absolument extraordinaire de nos jours. Sur une transat, moi j'étais arrivé, mon erreur maximale c'était 3 secondes. 3 secondes, ça fait 800 mètres. Hein. Il y avait des top horaires. Alors c'est vrai qu'à l'époque il y avait des stations météo, il y avait des stations radio qui émettaient des top horaires précis, effectivement. Maintenant, en France ça n'existe plus. La BBC je crois le fait encore et l'US Navy le fait encore. Eh bien, merci beaucoup pour toutes vos questions fort intéressantes et je dois dire que je suis le premier étonné de voir que ça vous passionne autant et que ça vous passionne intelligemment. Ça fait plaisir, sincèrement ça fait vraiment plaisir. Merci à vous.